L'agriculture, vous aimez? Les nouvelles technologies vous bottent? Vous pensez que seul on va plus vite, mais qu'à plusieurs on va plus loin? Alors le co-farming est fait pour vous. Sachez qu'après le succès de la première édition, le Co-Farming Fest est de retour, prêt à dégainer ses solutions. L'événement se tiendra le 24 janvier à Paris, où les différents acteurs du co-farming mettront en avant les bénéfices apportés par leurs services. Inscrivez-vous sur www.cofarming.info. Bonne année à tous! 2018 terminé, 2019 entamé et bientôt 10 années au compteur de votre émission préférée. 10 années de... Mesdames, Messieurs, bonjour. 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 Et 10 années de... Power Boost, Power Boost, Power Boost, Power Boost, Power Boost. Mais Power Boost, c'est surtout 10 années de rencontres avec vous au gré des épisodes et des exploitations. Nous avons vu de grosses machines, d'autres plus petites, des agriculteurs au grand sourire, d'autres prêts à se battre pour le retrouver. Des hommes, des femmes qui font l'agriculture française et européenne que nous sommes fiers d'avoir rencontrés. Aujourd'hui, nous proposons de revenir sur ces 10 années au travers de plusieurs séquences de l'émission. Des manifestations mémorables, une invasion de tracteurs en plein Paris, la relation agriculteur-citoyen qui s'est dégradée. Tellement d'événements où nous avons assisté afin de vous en faire le relais. Enjoy! Au cours de cette décennie, nous en avons fait des rencontres, et bien souvent des belles. Nous avons combattu les éléments et goûté aux différents terroirs français. Nous avons vu de grosses machines et d'autres plus petites. Nous avons croisé des agriculteurs qui savent où ils vont, comme José Godino, que nous avions croisé en 2018. José Godino, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que je vous ai souvent reçu sur des plateaux télé. J'avais envie de vous rencontrer dans votre exploitation et c'est vrai que je ne suis pas déçu. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les caractéristiques de votre exploitation? Donc là, nous sommes sur une exploitation céréalière qui exploite environ 600 hectares. Nous sommes 4 associés, mon frère et moi, nos épouses. Et nous avons également 3 salariés et un apprenti. Donc nous faisons de la production, mais également de la mise en marché de tout ce que l'on produit, c'est à travers une structure de négoce. Voilà. Nous avons également à côté une structure de travaux agricoles pour faire de la prestation agricole chez les agriculteurs voisins. Côté assolement? Donc là au niveau assolement, on produit du maïs, du blé, donc du maïs et du maïs waxy pour le floconnage, du blé pour la meunerie, blé tendre, blé améliorant. Nous produisons également du colza, du tournesol, de la luzerne porte-graine, luzerne fourragère et du sarrasin. Alors c'est vrai que moi j'ai l'impression que quelque part vous faites du blé comme d'autres font du vin. Disons que quand on met au marché en fait une production, l'itinéraire technique prend un autre sens. C'est-à-dire qu'on met en terre une variété bien précise pour un débouché spécifique et l'itinéraire technique, lui, est vraiment adapté à la qualité qu'on veut obtenir, quoi. Donc le métier de producteur prend un autre sens quand on fait de la mise en marché. Ça veut dire que vous allez travailler avec des variétés que vous connaissez bien, que vous savez parfaitement maîtriser? Disons que quand je choisis une variété, je la choisis d'abord pour ses caractéristiques agronomiques, pour son comportement au champ. Donc notamment je pense à la variété Apache qui va être résistante à la fusariose, qui va aller parfaitement derrière des maïs grains. Cette variété a également des caractéristiques technologiques très intéressantes parce qu'elle permet également de satisfaire mes clients meuniers, quoi, par rapport aux notes de panification qu'on peut en sortir. Donc le choix de chaque variété est vraiment fait en fonction de ces deux caractéristiques agronomiques et technologiques, quoi. Donc, et c'est la même chose pour toutes les variétés ou les cultures de l'exploitation, quoi. Pourtant, Apache, c'est quand même une vieille variété. Il y a des variétés qui font beaucoup plus de rendement aujourd'hui. Alors, Apache, c'est une variété qui a 20 ans. L'avantage, c'est que je la connais parfaitement au niveau agronomique, donc on peut la piloter finement. Donc en intégrant ses outils, ses avantages et ses inconvénients. Donc on peut faire un itinéraire agronomique sans surprise.
Et au niveau technologique, elle est très intéressante parce que elle permet d'aller chercher de la valeur ajoutée sur des marchés de meunerie notamment. Le seul bémol, c'est son potentiel de rendement qui aujourd'hui est 7-8% en dessous les nouvelles variétés qui sont inscrites. Mais je cours pas après le rendement, je cours après la marge à la tonne produite. Donc aujourd'hui, Apache me convient très bien et dans le contexte prix actuel, j'ai pas de problème à produire de l'Apache. Des agriculteurs pour qui le collectif permet d'alléger les charges comme Vincent Baudard, président des CUMA d'Île-de-France. Alors Vincent, vous êtes aussi président de la Fédération régionale des CUMA d'Île-de-France. Alors est-ce que l'esprit cumiste est bien développé dans la région ? Tout à fait. Le matériel progresse bien plus vite que la taille des exploitations. Et si on veut rester dans la course, il faut le partager. Donc ça peut se faire avec de l'entraide, ça peut se faire en faisant appel à un prestataire extérieur, mais bien souvent la formule CUMA est choisie parce qu'elle permet à tout le monde d'avoir voix au chapitre et de rester autonome en gardant sa capacité de décision. Mais la santé du monde agricole est restée fébrile et les manifestations se sont multipliées ces dernières années, comme en 2015 où près de 1700 tracteurs ont mis le cap sur la capitale. Mercredi 2 septembre 2015 au soir. Ces agriculteurs se préparent pour un trajet inhabituel. Le lendemain, ils vont rejoindre des centaines d'autres agriculteurs à Coutrevoux pour monter jusqu'à Paris en tracteur. Pour nous, c'était d'être présents, d'être montés en tracteur, pour montrer la force de l'agriculture, montrer notre volonté de nous en sortir. C'est primordial pour l'avenir des générations, pour le maintien de l'activité sur tous les territoires de France. On aimerait avoir de vraies réponses sur le prix. C'est vraiment la revendication de demain, c'est du prix et moins de normes. On va se mobiliser à Paris, c'est plus de 1000 tracteurs, plus de 5000 agriculteurs qui seront présents pour montrer la situation de détresse de notre profession. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une confiance réattribuée à la profession. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de sentir que l'ensemble du gouvernement, que l'ensemble des politiques refait confiance à ces agriculteurs. On se mobilise aussi pour dire que il y a encore des jeunes qui souhaitent faire leur parcours de vie en agriculture et qu'on souhaite avoir des perspectives dans nos filières. On sait qu'il y a un vrai enjeu économique à ce qui est une meilleure prise en compte de nos coûts de production sur nos exploitations. Les agriculteurs, le premier maillon de la filière, doit aussi pouvoir vivre de son métier. Le 3 septembre 2015, arrivés sur Paris, les tracteurs se regroupent place de la Nation. Une délégation composée des principaux représentants des syndicats se dirige vers l'Assemblée nationale. Elle est accompagnée d'une dizaine de tracteurs. Ce matin, l'enjeu est de renégocier les intérêts des agriculteurs. Le dialogue se conclut en début d'après-midi sur des promesses du gouvernement. Le Premier ministre a adressé son message de soutien aux agriculteurs, mais aussi des mesures concrètes. Il est question notamment d'une aide de 3 milliards d'euros étalée sur 3 ans, ainsi que du projet d'une année blanche pour le remboursement des dettes bancaires des agriculteurs. Ces annonces ne semblent pas suffisantes aux yeux des syndicats. Le combat n'est probablement pas terminé. La météo n'a de plus pas été au rendez-vous chaque année, comme en 2016 où les inondations avaient eu des conséquences catastrophiques pour Christophe Lano. Christophe fait partie des agriculteurs qui ont été touchés de plein fouet par les inondations catastrophiques de 2016. On est dans le Gâtinais français, on est à Chevannes, dans l'Essonne. Et donc moi je suis agriculteur sur de la grande culture, sur 175 hectares. Et donc culture principale blé, betterave, colza, et puis orge de printemps, et puis aussi de la luzerne désormais. Les inondations ont bien sûr eu un fort impact sur la production de Christophe.
ça a été des rendements catastrophiques. En blé, ça s'est approché des 30 quintaux, alors qu'en moyenne quinquennale, on est plutôt sur 85 quintaux dans la région, en bonne parcelle. En betterave, c'était une catastrophe aussi, puisque des betteraves qui ont été inondées, c'est des betteraves qui ne poussent plus. Une situation récurrente due notamment à plusieurs facteurs topographiques. Il n'y a aucune jonction avec le cours d'eau le plus proche qui est l'Essonne. En fait, il n'y a pas d'exutoire. C'est même la sécurité civile qui est venue pour étudier les courbes de niveau, etc. et qui n'a pas trouvé non plus de solution. En 2016, les inondations ont représenté 4 milliards d'euros de pertes pour les agriculteurs. 75% du territoire s'est trouvé touché. En moyenne, cela représente une baisse du chiffre d'affaires de 50 à 70% et une chute de 0,15% du PIB. La dernière décennie a vu l'écart entre les citadins et les agriculteurs se creuser et leurs relations se sont envenimées. Des agriculteurs comme Denis Fumery, que nous avions rencontré en 2017, s'attachent à consolider ce lien et à rapprocher la ville de la campagne. Denis Fumery, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il faut communiquer, il faut aller justement à la rencontre du grand public, et c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes président de Rencontre Ville-Campagne. On ne peut pas travailler auprès de nos voisins citadins sans rentrer en relation avec eux, et la meilleure façon de les aborder, ça s'appelle la communication grand public, c'est pour commencer par les écoles, c'est-à-dire le petit public, qui deviendra grand bien évidemment. Allons voir nos classes voisines. Dans les écoles, ce sont nos futurs voisins, ce sont nos futurs élus. Il faut leur passer le message comme quoi on a cette chance d'avoir une agriculture prospère en France. J'allais dire, si je regarde la météo mondiale tous les matins, je m'aperçois par exemple que ce matin au Soudan il y avait 44 degrés et en Antarctique il y avait moins 55. C'était la réalité de ce matin. Et nous, on est sous des auspices qui sont plutôt favorables. Il faut en tenir compte. Il faut le rappeler aux enfants. Il faut rappeler également qu'on ne cultive pas de bananes dans la métropole. On la trouve ailleurs. Et il faut rappeler ces enjeux-là. Il faut aussi parler un petit peu de l'histoire française et les difficultés qu'on a pu connaître. Le mot famine en France, on le connaît plus sous sa forme concrète. Ça, c'est important. C'est quand même un grand progrès de l'agriculture d'aujourd'hui. Et il faut le mettre en avant. Denis Fumery, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Jean-Paul, ce fut un plaisir de partager toutes les émotions qu'on peut ressentir au quotidien dans notre profession. Durant toutes ces années, nous nous sommes fait le relais d'une agriculture pleine d'espoir et d'ambition. Nous nous sommes empressés de relayer chaque agriculteur confiant en l'avenir, comme par exemple Damien Heurtaud que nous avions rencontré l'an dernier. Damien, pour finir, on va parler un peu famille. Alors c'est vrai que tu es un père de famille avec une belle maison derrière. Aujourd'hui, tu as 3 enfants, le plus grand est ingénieur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on réussit la formation des jeunes qui vont peut-être reprendre demain les exploitations ? Oui, j'étais assez impressionné là en allant voir aussi bien avant qu'ils deviennent ingénieurs, on a fait les portes ouvertes, donc on a vu les écoles d'ingénieurs qui présentaient leur cursus, et puis là aujourd'hui il est rentré, il est en première année, mais il y a un discours qui est neuf et qui est complètement ouvert aussi bien à l'international que sur des métiers potentiels qui n'existent pas. En fait, le discours, c'est quand ils arrivent, c'est de dire vous allez faire 5 ans, dans 5 ans, il y a 50% des métiers que vous ferez qui n'existent pas aujourd'hui. Merci Damien de nous avoir fait visiter ton exploitation. Merci, c'était un plaisir. Voilà, on espère que ce récap vous aura plu, tout ça ne nous rajeunit pas, mais ne vous en faites pas, l'aventure ne s'arrête pas. On repart dès la semaine prochaine pour la saison 2019 de Power Boost.